On s'aperçoit que le shit, c'est devenu notre base, sauf que ça a un coût. Et puis on a commencé à taper des drogues des pauvres, des solvants, de l'éther, du trichlore, enfin toutes les merdes. Et j'ai un de mes potes qui est mort à 14 ans, et d'avoir, voilà. Donc là, ça a été un petit peu chaud, quoi. Les grands frères, hein, ils nous ont dit, voilà, on veut plus en voir un avec un mouchoir. Donc le mouchoir, il était imbibé, hein. Certainement que c'était pour nous protéger, mais derrière, ils nous ont ramené autre chose. Ils nous ont ramené la cam, l'héros. Trafic de drogue. Mon pote, voilà, il se fait agresser devant moi. On allait chercher de la cam. Voilà, je le défends. Donc je me prends un chef d'inculpation assez fort, donc un homicide. Là, je me rends compte que j'ai pas de dose, quoi. Je tremble, j'ai mal, j'ai des sueurs, je suis frisson. Enfin voilà, Oui. Ce qu'on appelle le manque physique. Et je suis comme un fou. Et là, je me dis, t'es prêt à tuer, là? Parce que je suis comme un fou. Laurent, bonjour. Bonjour. Vous vous définissez comment? Comme un miraculé? Ouais, je crois que on pourrait me définir comme un ressuscité. Un ressuscité? Ouais, j'aime bien ce terme ressuscité. Ouais, parce que je suis passé quand même pas très loin de la mort. Et du coup, je crois qu'il y a eu un bon ressort qui m'a permis de rebondir. Ouais. On va voir que votre histoire, elle est singulière et qu'elle a, je dirais, la particularité et en même temps la richesse aujourd'hui de pouvoir apporter, comme vous le faites, aux autres. Parce que vous dites que vous naissez dans une famille normale. J'ai un père et une mère qui sont certainement aimants, avec un grand frère, mais moi, je m'aime pas. Dès le début? Très tôt. Déjà, à la base, j'ai pas du tout confiance en moi. J'ai un père qui est assez, pas méchant, mais un peu à l'ancienne. Strict? Strict. J'ai pas beaucoup de câlins à la maison. C'est pas un truc, voilà. J'étais un gamin qui a subi pas mal de violences à l'école. Voilà, qui a été... Harcèlement? Harcèlement, abus, enfin des trucs un peu... à l'école. Voilà, j'ai grandi dans le quartier. L'environnement aussi a fait que... voilà, Porte d'Aubervilliers, école de secteur. École populaire quand même, hein? Très populaire, Ouais. hein, pour le coup. Aubervilliers, ça a toujours été réputé pour être dur. Bah oui, Ouais. oui. Et à un moment donné, ben, voilà, j'ai décidé de ne plus me laisser faire. C'était terminé. Donc j'en ai pris un peu le plus caïd, je dirais. Et puis à partir de là, voilà. Là, j'ai eu des copains. Alors, c'était pas les super potes parce que... Pas les plus finaux d'entre nous. Donc, et là, ça a commencé à fumer le shit. Donc, moi, j'ai fait comme eux. Sauf que quand je rentrais chez moi, en fait, j'avais l'impression que je m'en foutais, que si on m'aimait pas, on me regardait pas. Moi, j'étais calé dans mes douilles et puis je m'en foutais, en fait. Voilà, ça a commencé comme ça. Voilà, on est dans les années 78. Et c'est là qu'on commence à taper des trucs un peu... voilà, on s'aperçoit que le shit, c'est devenu notre base, sauf que ça a un coût. Et on n'était pas super riches. Surtout pas qu'on avait de la thune. Les parents, ils nous donnaient rien. Donc, les petits larcins, les petits deals, les petits vols, les petits ci. Et puis, on a commencé à taper des drogues des pauvres. Donc, voilà, des solvants, de l'éther, du trichlore, enfin, toutes les merdes. Et j'ai un de mes potes qui est mort à 14 ans. Et d'avoir, voilà. Donc là, ça a été un petit peu chaud, quoi. Parce que bah, c'est une famille, encore une fois, même si, voilà. Et les grands, là, ils nous ont dit, les grands frères, hein, ils nous ont dit, voilà, on veut plus en voir un avec un mouchoir. Donc le mouchoir, il était imbibé, hein. Certainement que c'était pour nous protéger, mais derrière, ils nous ont ramené autre chose. Ils nous ont ramené la cam, l'héros. Voilà, l'héroïne qui va marquer au fer rouge votre vie, hein, je dirais. Ah bah là, ouais. J'en ai Parce fait que 15 ans. l'entrée dans l'héroïne, oui, vous partez pour 15 ans. Ouais. Avec toutes les conséquences, et on va rentrer dans le détail de ça. Ouais, bah ça au départ, tu le sais pas, hein. Non, bah, la première fois que vous en prenez, vous vous en souvenez. Ah bah oui, ça par contre. J'ai 14 ans, je peux vous dire où c'était précisément. Et en fait, c'est horrible de dire ça, mais ça m'a tellement retourné le cerveau. Ça vous a tellement plu. L'héroïne, je trouve, a cette dangerosité
qu'une fois que vous en avez pris, vous n'en avez plus rien à faire de rien et de personne. Ah oui, oui, Et que vous pouvez rester des heures. Ça vous a accroché, vite. Ah bah oui. L'héroïne. Et c'est un peu ça. Hein. Moi, je pouvais me caler devant même un écran publicitaire hein, Ouais. pendant 2 heures. Puis alors, si je fumais, ça remontait. Voilà. Et c'est vrai que c'est... en fait, on vit son truc tout seul, effectivement. Quelles conséquences ça a eu sur votre vie de tous les jours, le fait de prendre de l'héroïne? Parce que vous en prenez tous les jours, au bout d'un moment. Alors, au départ, non. Au départ, non. Tout tourne autour. C'est-à-dire, je suis quand même minot. Hein. Donc, moi, ma première injection, elle a 14 ans. Hein. Automatiquement, ça se voit. Donc, tout tournait autour de ça. C'est-à-dire, dans ma tête, je me faisais le plan, comment j'allais me faire une thune, comment j'allais chercher la dose et où j'allais la prendre. Donc, il fallait que je dorme à droite, à gauche. Voilà, parce que je savais très bien qu'en prenant, c'était toute la soirée où j'étais défoncé. Piqué du zen. Ouais, exactement. Mais ça va quand même assez vite, hein, parce que très rapidement, il m'en faut de plus. Alors, quand j'ai rien, je suis pas en manque encore. J'ai toujours du shit sur moi ou des Des néocodions. Des néocodions un petit peu. C'est Là, là. sont des médicaments pour ceux qui nous regardent. Oui, exactement. À base de codéine. À base de codéine, fait pour lutter contre la toux. Oui. Je rassure ceux qui nous regardent, effectivement, c'est pas une drogue, mais... non, mais ils sont plus en vente, de toute façon. En tout cas, plus en vente comme ça. Ou par ordonnance, ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. En fait, c'est grosse affaire qui me tombe sur le dos, là. Oui. Et là, je me fais arrêter. Et là, ça dure 48 heures, une vraie garde à vue. J'ai 17 ans. Et là, dans le truc, là, je me rends compte que j'ai pas de dose, quoi. Je tremble, j'ai mal, j'ai des sueurs, je suis frisson. Enfin, voilà, ce qu'on appelle le manque physique. Je l'avais toujours, je dirais, compensé par autre chose. Oui. Par des médocs, par du shit ou par autre chose, ou de l'alcool même. Là, je sors et je suis comme un fou. Et là, je me dis, t'es prêt à tuer, là? Parce que je suis comme un fou. Je vais voir un mec, voilà, j'ai pas de thune, il me passe. Et là, je réalise que en fait, il m'a fallu quand même du temps, quoi. Parce que je suis pas loin de mes 18. Hein, et là, je réalise que je suis dans un plan... je suis dans un entonnoir et je peux pas, j'arrive pas, quoi. Oui. Il y a une condamnation, je suis 13 mois ferme et je suis en mode, je suis en libre. D'accord. Donc je fais appel. Et au moment où je fais appel, donc c'était où je prenais du ferme et je me dis, je vais être jugé. Donc je vais essayer de faire, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le service militaire. Et je me dis, je m'engage. Si je m'engage, la prochaine fois où je vais devant le tribunal, je suis avec l'uniforme, les mecs vont peut-être... Et là, les mecs, ils me regardent, je fais mes 3 jours, ils disent, pourquoi tu veux t'engager? Et le mec, moi, spontanément, je lui dis, pour pas aller au placard, quoi, pour pas aller en prison. Ouais. Et le mec, il me regarde et il me dit, mais tu crois que l'armée française, elle recrute des délinquants? Et là, il me met le truc... P4. Exempté, ouais. Et là, moi, j'en ai rien à foutre de l'armée. Ouais. Mais là, mon père, il devient fou. Il dit, même l'armée française, elle veut pas de toi. Tu prends tes clics, tes claques, tu dégages. Et là, je fréquente la rue, là. Et là, c'est plus la même musique, quoi. Ah non. Donc là, au départ, tu dors chez les potes, ça va 5 minutes, et puis après... Donc là, en fait, la bonne nouvelle, c'est que je prends du sursis. Donc je suis jugé, je tombe pas. Oui. Et là, direct, je fais une cure. Cure d'abord médicalisée qui n'a pas fonctionné. Et là, je pars en ferme, dans une ferme. Donc, je reste 1 an et demi au vert, dans l'Aveyron, avec des moutons, des chevaux, enfin, tu vois, voilà, l'embellie. Et c'est là que je rencontre mon premier amour. La belle histoire, sauf que... Qui est, elle, là aussi, pour décrocher ou pas du tout? Moi, une fois que je suis sorti de tout ça, je reste un peu dans le sud de la France. D'accord. Je découvre une région, Alors moi, je suis quand même... je suis toujours le même, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai arrêté l'Hérault, mais je tape voilà, je fais 2-3 petits allers-retours pour vendre du shit. Là où je suis dans l'Hérault, donc bon, ça tourne pas mal pour moi. Enfin,
entre guillemets. Hein. Système D, ça va. Ouais. C'est là où je rencontre Florence, qui va me suivre après sur Paris. Sauf que moi, je rentre à Paris avec des beaux projets dans la tête. Hein. Je suis amoureux, voilà. Je me cale, je trouve un appart à Saint-Ouen. Et les vieux démons, ils sont là. Donc, si tu veux, moi, j'ai pas d'études, donc je me pointe. C'est bosser quand même, tu as une bonne volonté. Et là, les mecs, ils me regardent, tu sais, comme mon père, des fois, il me regardait. Mon père, et grâce à Dieu, je dirais, je me suis jamais battu avec lui. Et puis, si je suis ce que je suis, c'est certainement que mes parents, ils m'ont donné quelque chose. Mais mon père me rabassait pas mal, tu vois. Et là, les mecs, je les connaissais pas de Pôle emploi. Et les mecs, ils me regardaient, tu sais. Et là, moi, j'étais un petit con, un petit cahier, un petit merdeux, mais il y avait un truc que j'avais pas, c'était la paix, quoi. Ouais. Donc, le mec, au quart de tour, je dis... Enfin, bon, je vais pas être grossier. Ouais. Vous l'envoyez sur les roses. Exactement. Et du coup, je me mets à dealer pour avoir un peu de thunes, quoi. Et voilà, je remets le nez là-dedans, et là, c'est reparti comme en 40. Ah bah, c'est pire qu'en 40, parce que là, ma compagne, elle est avec moi, on est à Saint-Ouen, ça tourne dans mon appart, c'est une plaque tournante, ça. Je veux pas qu'elle se calme, mais elle est au milieu de tout ça. Elle va finir par en prendre, elle aussi. On prend par le nez au départ, on se retrouve à la rue, et là, c'est la dégringolade. Un couple de tox, quoi. C'est l'enfer. C'est la misère, c'est... shit, alcool, voilà, voilà. Et on y arrive. Bon, il n'y a que le shit que j'arrivais pas trop à laisser, mais bon, on arrive quand même à s'en sortir, plus d'héroïne. Donc déjà... Ce qui est énorme. Ce qui est déjà énorme. Parce que les mecs, ils viennent te relancer. Ah ouais. Et donc, on se dit, bah, voilà, on rentre dans le truc, on arrive même à bosser, enfin, une vie à peu près normale. On sort d'un truc quand même. Et là, on décide, voilà, d'avoir un gamin. Donc, elle tombe enceinte à 20 ans. Moi, je viens d'avoir 24. Ça y est, on voit la lumière, quoi. Sauf qu'à son 4e mois de grossesse, donc je suis là, je l'accompagne, je suis fier. On nous avait dit qu'on saurait le sexe de l'enfant. Ils nous sortent, vous ne pouvez pas garder l'enfant. On apprend que ma compagne a le sida. Donc on est dans les années 86, 87, oui. à peu près. On est en plein dedans, pas de traitement. Donc ils lui disent... Rien. Donc ils lui disent... faut faire une interruption de grossesse, parce que trop dangereux pour et la maman et l'enfant. Et le jour où l'enfant il est mort, on est mort mentalement avec cet enfant. Ça fait 35 ans de ça. Ma compagne, elle décède 5 ans après. Donc une période très, très, très compliquée. Donc nous, dans notre tête, c'est pas le sida qui va avoir le dernier mot. Nous, on choisira comment, à quelle heure, quel moment. Donc je fais pas mal d'OD. Cocktail magique, hein, drogue, alcool, médoc. Ouais. Bon, voilà, c'est à Paris. Et je me retrouve à Fresnes, trafic de drogue. Mon pote, voilà, il se fait agresser devant moi. On allait chercher de la cam. Voilà, je le défends. Donc, je me prends un chef d'inculpation assez fort, donc un homicide. Donc, j'arrive à Fresnes. Et là, à ce moment-là, on fait un dépistage, on fait des dépistages obligatoires. Donc à Fresnes, c'est à la dure. Hein. Déjà, j'étais en surpopulation, pas de traitement pour le manque. Donc j'étais malade, voilà. Et là, on me fait le dépistage et on me dit que j'ai le sida. Donc, bon, là, je sais un peu ce que c'est. Donc dans ma tête, c'est terminé. Donc là, voilà, je laisse mes pensées... Partir en roue libre. Ah bah, roue libre, voilà. Donc, je suis prêt à passer à l'acte. Hein. Je prépare, tu vois, en prison, tu peux te trouver des objets pour te trancher. Donc, je me prépare voilà, une espèce de lame. J'attends que les détenus s'endorment. Et moi, c'est con ce que je vais vous dire. J'avais pas peur de mourir. J'avais peur de vivre. Mais il y a un truc qui habitait en moi, c'est l'idée de me retrouver en enfer.
Alors que je n'étais pas croyant, je m'en foutais. Enfin, c'était pas que je m'en foutais, je n'avais pas de connaissances du tout. Mais vous aviez peur de vous retrouver en enfer. Ouais. Donc vous étiez déjà croyant. Mais vous ne le saviez pas. Ouais. Ah, quand on croit à l'enfer, c'est qu'on est croyais- croyant. je croyais Mais surtout tout en au se racontant qu'on n'est pas croyant. Ouais, je croyais au mal. Je me suis dit, je vais aller en enfer, donc si je vais en enfer, ça va être peut-être plus chaud que ce que je vis. Donc là, je dis, bah, s'il y a un Dieu, voilà, juste il peut me faire une petite place là-haut. Et là, enfin, je pleure. Je pleure, je sais pas pourquoi je pleure, ça fait longtemps que j'ai pas pleuré, et je vois rien, hein. C'est pas un truc qui me sort en pleine... En fait, ce que je vois, c'est à l'intérieur de moi. Voilà, c'est comme un songe éveillé, et je vois un visage. Et ce visage, je ne l'oublierai jamais. Donc pour moi, c'est le Christ. Et c'est un visage que j'avais jamais vu auparavant. Je l'ai revu quelques années après. On m'a dit que c'était le suaire de Turin, la sainte face du Christ. Il y avait 2 mots en filigrane, confiance, espérance. Je lâche la lame, et là, je crois. Je crois qu'il y a quelqu'un. Je crois qu'il y a... Je sais pas. Je sais que c'est Jésus. Je me fabrique une croix. Tous les jours, je demande à Dieu qu'il m'aide. Parce que je flippais en prison. Et premier miracle, la justice reconnaît une légitime défense. Je sors avec un non-lieu, je fais 1 an de prison. On pourrait dire que l'histoire s'arrête. On pourrait dire que vous revenez de loin. Ouais. Là, oui, je peux dire ça. Et on pourrait dire, bon, bah c'est super, il a été sauvé, il a fait... Mais déjà, vous sortez de prison. Je sors de prison. Avec un non-lieu. Avec un non-lieu, obligation juste de faire... Ouais. Parce que comme j'étais tox, voilà. Le problème, c'est que ma compagne, elle est partie vraiment en vrille, elle n'a pas arrêté la cam. Moi, je me retrouve avec mes potes, mon quartier, Laurent, j'étais une vedette là-bas. Cadeau. Ça me remet la tête. Et ça repart. Et là, je comprends pas. Il y a la maladie, je suis moins malade que ma compagne, mais je suis paumé. Je rentre dans les églises, j'essaye de comprendre. C'est bien de préciser à ce moment-là de votre histoire qu'on était à une époque où, en plus, le sida est comme l'annonce de la fin et d'une fin dans des souffrances terribles, qu'il y a beaucoup de gens qui meurent à l'époque. Dans mon entourage, j'en ai beaucoup. Dans votre entourage parti. Et puis, voilà. Et puis, c'était encore la maladie honteuse. Hein. Oui. C'était vraiment... C'était la maladie des homosexuels et des drogués. Et à Bichat, à Porte-Saint-Ouen, là où j'étais soigné, les mecs, ils nous laissaient fumer de l'herbe et du shit dans le service. Hein. Je pète un câble. Je deviens fou. Enfin, fou. Crise de démence. Et là, on m'arrête. Donc, c'est des inspecteurs de la BAC qui m'arrêtent. Après, j'ai un trou noir. Je me trouve en HP. Je suis à Villévrard. Hôpital psychiatrique. On me met en mode isolé. Et là, je vis un autre délire qui n'a rien à voir avec la prison. C'est l'enfermement attaché à un lit. Après, il me détache et il me met ce qu'on appelle la camisole chimique, c'est-à-dire il m'envoie un produit. Et là... Bonne nuit les petits. Ouais, exactement. Oui. Voilà. Donc là, en fait, c'est marrant parce qu'on voit ce qui se passe, mais je suis une loque. Et c'est le sida qui me fait sortir de là. C'est-à-dire, moi, je chope une maladie opportuniste, j'ai le foie qui fibrose, je suis tout jaune. Et là, je vais à Bichat. Et là, je suis hospitalisé. Toujours pas de traitement. Là, les mecs qui sont au taquet avec moi, ils me disent, Laurent, il te reste peu de temps à vivre. On ne sait pas, hein, mais voilà. Et là, je me mets à faire cette prière en disant, si je dois mourir, au moins que je me réconcilie avec ma famille. Et Dieu, pour moi, c'était, je sais pas, hein, il était... Et là, je rencontre un gars. Donc, on était dans le même service avec ma compagne, mais on n'avait pas le droit de se voir. Je n'avais pas le droit de sortir parce qu'ils avaient peur que je fasse le con. Oui, oui. Et là, je rencontre un gars, c'est un ami aujourd'hui, Paul-Emmanuel, un bénévole. Et le gars qui, pour la première fois, me dit une parole de Fais attention à vous. Ouais, bienveillante, une parole de vie. Vous regarde comme un homme. Exactement. Et j'avais 29 ans. J'avais jamais vu ça. Alors peut-être que j'étais dans mon truc. Ce mec-là,
On parle, on se fait confiance, je lui fais confiance. Et j'ouvre mon cœur. Je lui dis ce que j'ai vécu en prison. Lui, il est chrétien, catholique. C'est lui qui me conduit dans une communauté religieuse qui accueille à ce moment-là des personnes en soins palliatifs. Cancer, phase terminale, sida, phase terminale. Le lieu magique qui s'appelle Cordes-sur-Ciel. Donc Cordes-sur-Ciel, déjà, c'est un peu comme le Mont Saint-Michel. Bon, il n'y a pas la mer, mais c'est un truc de... Et là, c'est tenu par des religieux. Il y a un monastère, il y a la petite structure. Et là, pareil, des visages d'amour, des paroles de vie. Voilà. Au total, je reste 9 ans. J'y vais pour mourir. En fait, c'est là où je reviens à la vie. Donc, j'adhère à tout ce qui se vit là-bas. On m'apprend la prière, je prie pour ma compagne. Ma compagne, elle ne peut pas se déplacer. Donc, les médecins m'appellent. Donc, voilà, j'ai passé les 2 derniers jours avec elle, à Bichat. Voilà. Par contre, ce que je peux lui apporter, c'est un truc de fou, c'est la paix. Elle rejoint la maison du Père en paix. Et moi, ça m'a aidé à me reconstruire, à faire le deuil, enfin, à surmonter l'épreuve du deuil. Et le jour où elle est morte, alors c'est con, j'aurais pu le faire avant, mais je fais cette promesse de plus jamais toucher la cam. 30 ans. 30 ans que je n'ai pas touché. 30 ans que vous êtes abstinent. À la drogue. À la drogue, c'est magnifique. Ouais. Je retourne dans cette communauté, c'est ma famille. On est dans cette période 93, 94. On trouve les premiers traitements. C'est-à-dire, voilà, je fais partie de la première vague. La première vague. Des traitements. Ma compagne n'a pas pu les avoir. Et là, on ne crie pas au miracle, mais tout remonte. Système immunitaire, Et là, les médecins me disent que, voilà, que je peux avoir une espérance de vie. Bon, je prends ma vie en main. C'est terminé la cam. Et là, je décide, voilà, de faire quelque chose d'utile. Voilà. J'adhère à la foi. Voilà, je me pose même la question de me consacrer à Dieu, peut-être le sacerdoce, peut-être la vie de moine, parce qu'il y avait des frères. Et puis bon, c'est discerné, c'est pas ça du tout. J'ai la chance de pouvoir partir au Pérou. Je m'occupe des enfants de la rue, dans une maison qu'on avait là-bas, dans les bidonvilles et tout. Et là, je match tellement que je trouve ma vocation. Et je savais que j'allais être éducateur. Donc, je retourne en France. Et là, dans cette communauté, il y avait des frères, des sœurs. Enfin, ça se passait bien hein, dans cette... et il y avait des personnes qui venaient un petit peu... et là, j'y rencontre mon épouse, voilà, avec qui je vais me marier. Je rencontre une femme charmante. Je rencontre l'amour. J'apprends à aimer, j'apprends à être aimé. Je me laisse... voilà, et puis la belle histoire commence. Et donc, on se marie. On va fêter nos 25 ans de mariage. Une histoire un peu folle quand même, hein, parce que on était au tout début des nouveaux traitements, mais rien n'était sûr. Non. Et là, il y avait beaucoup d'espoir. Mais il y avait beaucoup d'espoir, mais peu de résultats. Voilà, on ne savait pas. Et du coup, notre désir, nous, c'était de pouvoir fonder une famille. Enfin, en tous les cas, on aspirait à ça. Bon, les médecins n'étaient pas très chauds parce qu'ils ne savaient pas. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants merveilleux. Voilà, ma fille, elle a 23 ans. Pour la petite histoire, elle passe son concours d'avocat. Donc, moi, quand j'avais été à l'école, mon fils est artiste. Il est en université, en musicaux. Mes enfants vont super bien. Voilà, avec mon épouse, on s'est installé en Vendée et on se sent très, très bien. Et moi, ça fait une vingtaine d'années que d'abord, j'ai écrit mon histoire. Voilà, aujourd'hui, on me demande d'écrire. Donc moi qui n'ai jamais été à l'école, voilà, j'ai écrit mon premier ouvrage et il a été vendu à 32 000 exemplaires, hein, arraché à l'enfer. Et donc j'en ai écrit d'autres. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette vocation de pouvoir être bienveillant, de pouvoir permettre à un jeune, voilà, pour moi, voilà, il ne faut jamais laisser empêcher un jeune qui puisse devenir un meilleur, quoi. Et ça, c'est mon truc. Et du coup... on m'a demandé de témoigner dans les écoles. C'est ce que je fais depuis un certain temps. Et aujourd'hui, comme ça matche bien, les jeunes, je les connais un petit peu sans prétention, mais je suis avec eux. Donc aujourd'hui, je fais un gros travail de prévention. Tout ce qui touche aussi le mal-être,
les problèmes de santé mentale, même si je ne suis pas thérapeute. Aujourd'hui, j'ai monté une association, les Amis de Laurent Gay, parce que j'ai une visibilité justement sur Internet et tout ça, avec des psys et des coachs pour essayer de repérer d'une part des jeunes qui sont en difficulté le plus rapidement possible pour pouvoir les accompagner et les aider derrière. Donc mais ça, quand on écoute votre histoire et quand je vous entends dire moi je ne peux plus laisser un jeune qui est dans la difficulté, un jeune à la dérive, quand on écoute votre histoire, on voit combien vous avez été seul à un moment et pas épaulé, pas accompagné, et les conséquences que ça a eu sur votre vie. Donc que vous ayez retourné ça de cette manière-là aujourd'hui, mais c'est un miracle, ça, pour le coup. C'est un miracle. Oui, oui, pour moi, c'est un miracle. Mais le miracle, c'est surtout aujourd'hui ce que je fais, parce que je le fais avec tout ce que je suis. Avec Effectivement. tout le cœur et l'amour que vous avez en vous. Exactement. Mais depuis le début, vous le savez aujourd'hui, que vous aviez cet amour et cette sensibilité-là, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, on est dyspraxique ou dyslexique. Dyslexique, ouais. Mais on est aussi gentil, Ouais, je crois que j'étais pas méchant, ça. amoureux, honnête même. Mais après, la vie nous tord. Ouais. Je Voilà. pense que, effectivement, je crois que dans mon histoire, j'ai jamais été méchant. Je suis devenu dur, violent, parce qu'il fallait... Parce qu'à un moment... Un moment dur, en plus. Vous le connaîtrez plus tard, mais on en prend une sur la joue droite et on tend pas la joue gauche à chaque fois. Il y en a marre au bout d'un moment. Au bout d'un moment, c'est clair. Ça marche plus. Non, c'est clair. Donc, mais voilà, c'est ce que... Et ce qui est étonnant, parce que, voilà, moi, à 60 piges, maintenant, je vais encore dans les collèges et les lycées. Hein. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai des jeunes en face de moi avec des grosses billes qui m'écoutent. Et je pense qu'ils ont soif d'authenticité. Voilà, voilà. Et je crois que si ça match comme ça, c'est que parce que nos jeunes, je pense, à un moment donné, ils sont plus de 4. Quoi. Et je crois, vous savez, qu'avant toute chose, bien évidemment, vous avez raison, nos jeunes ont besoin d'authenticité, mais ils ont besoin de respect. Ils ont besoin de ce regard que vous n'avez pas eu, vous, posé sur vous, que Paul Emmanuel a posé sur vous. Hein. Ouais. Il est le déclic, quelque part, le premier homme qui a reconnu l'homme. Ce que je veux dire, c'est que la vie, vous voyez, dans la logique de ce que vous racontez, vous auriez dû être le premier à partir. Et que vous êtes toujours là, solide comme un roc, avec une énergie en vous resplendissante, je vous le dis. Merci. Et la vie fait que, vous voyez, rien n'est jamais joué. Non, tout à fait. Merci Laurent. Merci, ça a été un vrai plaisir. Cette discussion. Merci.